Voilà, donc tout d'abord, donc je tiens à remercier Mathieu Guerquin-Kern qui a gentiment accepté de nous donner cet exposé et qui donc a dû beaucoup travailler pour faire son diaporama. Et donc Mathieu est enseignant en école d'ingénieur, il enseigne un peu de tout. Et voilà, et c'est un utilisateur de la tech depuis déjà un certain temps et qui a, au moment où il travaillait encore sur Moodle, avait repris la maintenance du package qui permet de créer des quiz sous Moodle. Voilà, sous Moodle. Voilà, eh bien, Mathieu, je te laisse la parole. Eh ben, merci beaucoup, Denis. Je suis ravi d'avoir été invité pour présenter ce paquet. La tech, que j'ai modestement contribué à développer un peu et à résoudre, pour lequel j'ai résolu quelques problèmes. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je n'ai pas regardé s'il y avait effectivement beaucoup de monde ou pas. Mais c'est peut-être plus tous, je ne sais pas. Je propose la présentation en deux parties, parce qu'en fait, je ne sais pas exactement parmi les personnes qui sont là et parmi les personnes qui vont regarder la vidéo, ce qui peut, le background que vous pouvez avoir si vous connaissez déjà Moodle et le paquet Moodle, enfin fait pour ça. Donc, la première partie, ça va être une partie où je présente les choses de base et puis ensuite peut-être je vous proposerai différents sujets qu'on peut aborder en fonction du temps qui reste et on pourra discuter de ça de manière un peu plus ouverte. Tout d'abord, je me suis dit que ce serait une bonne idée de présenter quelques éléments de contexte parce que il y a plusieurs choses qui peuvent prêter à confusion, notamment dans l'appellation Moodle, puisque c'est déjà le nom d'une plateforme d'apprentissage en ligne libre et open source qui s'appelle donc Moodle. J'utilise peut-être après le terme LMS parce que c'est en fait Learning Management System, donc l'équivalent de plateforme d'apprentissage en ligne. Donc ça, si vous avez l'occasion de l'utiliser, la présentation d'aujourd'hui, ça pourrait vous intéresser si vous êtes amené notamment à créer des quiz. Donc par le terme quiz, j'entends des questionnaires qui sont composés d'un ensemble de questions. Et donc ici, il va s'agir dans cette présentation de voir comment avec la tech et le package qui s'appelle aussi Moodle, mais que j'utilise sans majuscule pour le distinguer du LMS. Comment avec ce paquet-là, on peut créer des questions qui ensuite serviront pour alimenter des quiz qu'on va concevoir. Pour faire le lien entre le paquet LaTeX qui s'appelle Moodle et puis le LMS, il y a un format de fichier qui s'appelle XML et qui est utilisé. Et donc ça, c'est à mettre au crédit de la plateforme d'apprentissage Moodle d'avoir créé un format pour les questionnaires qui utilisent le XML. Et donc, on exploite cette possibilité-là. Et donc, en fait, véritablement, avec le paquet LaTeX, Moodle, on va créer des banques de questions qui seront transmises sous le format XML au LMS Moodle. Et puis après, là-dedans, il y a une étape qui sera quand même nécessaire dans ce LMS pour créer des quiz. Alors, je vais peut-être vous montrer un peu en démo tout ça. Ça, c'est juste une petite illustration pour rappeler qu'il y a une différence entre le LMS d'une part, et là, c'est son logo, et puis après, à droite, c'est un petit détournement que j'ai fait pour rappeler le côté LaTeX. Alors, je veux vous montrer une petite démo. Là, c'est juste une illustration de l'enfer qu'on peut vivre quand on doit créer une question sur Moodle. Et je vais essayer de vous faire vivre ça en direct. Donc, je me mets ici. N'hésitez pas à me dire hein, si vous ne voyez pas ce que... Si, normalement, c'est bon. Ok. Donc, je me mets sur une instance d'un serveur Moodle. Ici, c'est à Berlin.
Et ici, donc j'ai mis tout en mode francophone, j'active le mode édition et il n'a pas l'air de vouloir, c'était peut-être mieux sans. Alors vous voyez déjà, c'est pas forcément très très rapide. Ça met du temps à charger. Ensuite, ici dans plus, je peux aller voir banque de questions. Pour l'instant, ma banque de questions, en fait, il y a plusieurs catégories. Et ici, je n'ai dans la catégorie de base, j'ai pas de questions. Je vous ai créé ici une catégorie avec des exemples pour après. Donc pour l'instant, on va juste créer une question et puis on va aller vers du simple, question à choix multiple. Alors c'est alimenté par une anecdote, mais avec quelqu'un avec qui j'ai échangé, il se trompait sur l'aire de la formule de l'aire d'un disque. Donc mettons que on a envie de montrer aux élèves, de leur donner l'opportunité de se rendre compte des conceptions erronées qu'ils ont, par exemple, sur l'aire et la circonférence d'un disque. Donc, par exemple, je peux mettre ma question, aire d'un disque. Et puis, quelle est l'aire? Donc ça, c'est le texte de la question, du disque, de rayon. Alors là, je veux mettre du latex parce que c'est une équation. Alors, R égale à 1 mètre. Voilà, mettons comme ça, en interrogation. Et on va dire que c'est très important. C'est un feedback que tous les élèves auront. Feedback général, même qui se trompe ou qui ne se trompe pas, bon, peu importe, une seule réponse est attendue. Voilà, et ça, c'est les choix possibles pour les élèves. Donc, on va dire 2 pierres, et là, j'écris en latex. Ceux qui répondraient ça pour l'air, donc non, pas du tout. Donc, vous confondez. J'essaie de leur donner quelque chose comme réponse qui permette de corriger la conception erronée. Donc non, vous confondez avec la circonférence. Voilà. Et puis on va pas faire 36 fois. Hein. Donc là c'est pi r au carré. Et vous allez voir. Donc vous voyez que c'est un peu pénible. On doit scroller beaucoup. En fait, on va mettre une autre possibilité. Là c'est super. 1, voilà, et puis on va s'arrêter là. Alors, enregistrer modification et continuer. Ah oui, il faut que je détermine des notes. Donc là, c'était 0%. Alors, vous voyez, dans ce menu-là, une chose que je veux souligner, c'est que c'est horrible parce que on doit passer en permanence entre le clavier et la souris. Et donc ici, j'ai un choix avec des menus incroyables qui se déroulent avec des notes pas possibles. Donc là, je pense que c'est aucun que je dois sélectionner si je veux que les élèves n'aient aucun point s'ils sélectionnent cette réponse. Ah oui, voilà, ils se plaignaient en fait parce qu'il n'y avait aucun choix à 100%. Donc voilà, maintenant 100%, et puis l'autre, ici, c'est aucun, très bien. Donc j'enregistre les modifications, je continue. Et oui, et pour un truc très simple, hein, là je suis en train de passer un temps fou, on va voir que en fait, si je fais l'aperçu ici, je vais pas être satisfait. En plus, j'attends. Je souligne une chose aussi, c'est que je peux pas faire ça quand j'ai pas de connexion Internet. Je peux pas prévoir, concevoir ma question. Donc là, je me rends compte que le LaTeX, en fait, il est pas bien rendu. Donc je ferme ma prévisualisation et en fait, je me rappelle maintenant que sur ce magnifique LMS, le code LaTeX, c'est avec des
backslash, parenthèse, ouverte et fermée. Donc, backslash parenthèse, je utilise ça. Vous voyez comme c'est pénible pour quelqu'un qui est un peu familier avec la tech et qui aime bien utiliser un logiciel de gestion de version, par exemple, pour les choses qu'il produit, qui aime bien ne pas travailler avec Internet, etc. Et qu'il n'y ait pas des latences incroyables. Voilà, donc juste maintenant, normalement, au niveau aperçu, ça devrait fonctionner correctement. Il y a un peu de temps pour le rendu. Bon, il y a mon point-virgule, mon espace qui n'a pas bien fonctionné. Mais à part ça, voilà où je voulais en venir, vous montrer cet enfer-là. Donc, expérience de frustration, lenteur, pénibilité, passer de clavier à la souris, des fenêtres, des pop-up, etc., connexion Internet, latence, pas de résumé des infos pour vérification. Donc, il faut vraiment prendre un temps ensuite pour prévisualiser, tester toutes les réponses qu'on peut faire pour voir s'il y a bien le feedback qu'on voulait, etc. C'est extrêmement pénible. Pour une thématique sur les images, sur laquelle on pourra revenir plus tard, mais pour les images aussi, la gestion des images est complexe et assez pénible quand on veut mettre un jour, etc. Donc, tout ça, ça donne un processus qui peut être assez rédhibitoire et en fait, à partir du moment où on a créé une question, on renonce à la modifier pour l'améliorer éventuellement, voire on renonce ensuite à créer des nouvelles questions et à faire des quiz. Quelques vœux chers aux utilisateurs de la tech. On voudrait pouvoir réutiliser des morceaux choisis dans des questionnaires déjà créés, gestion de version, je l'évoquais tout à l'heure, ou alors éventuellement même générer des versions multiples autour d'un prototype. Alors, le paquet LaTeX Moodle que je maintiens, qui a été créé par Anders Hendrickson, je crois, qui était un doctorant ou post-doctorant à l'époque et qui finalement est devenu, je crois, agent immobilier ou quelque chose comme ça. Il a dû perdre la vocation de l'enseignement après ça, probablement du fait de Moodle, le LMS. Ça, c'est un petit peu le processus auquel on va avoir affaire quand on va utiliser ce package LaTeX. Donc, on a notre fichier source et on va avoir une première boucle d'itération qui va se faire avec des compilations, éventuellement en mode draft pour du brouillon, qui va nous permettre d'avoir un fichier PDF qu'on peut prévisualiser pour la vérification, la relecture, le proofreading. On fait nos améliorations dans le fichier source. Une fois qu'on est satisfait, option final ou handout, et puis dans ce cas-là, on a un fichier PDF toujours. Éventuellement, on peut le distribuer aux élèves. Et puis, on a un fichier XML qui est produit, ce qui n'est pas commun quand on a une compilation LaTeX, mais dans ce cas-là, avec le package Moodle, c'est le cas. Et grâce à ce fichier XML, on peut faire une importation sur le serveur Moodle. On a notre banque de questions. Je vais vous montrer tout à l'heure comment, si ça vous intéresse, comment on peut créer des questions sur le LMS Moodle. Quand on a des images, il y a un traitement externe. Du coup, on utilise le shell escape quand il y a une compilation LaTeX. Ça, c'est un exemple de code. Donc, pour reproduire à peu près ce que j'ai fait tout à l'heure, dans l'exemple, l'aire du disque, donc quelle est l'aire du disque de rayon 1 mètre. Voilà, 3 items qui figurent les réponses possibles. La réponse correcte, elle est indiquée ici avec une étoile ou astérisque. Et je peux mettre des réponses, des points partiellement corrects pour certaines réponses. Et donner un feedback spécifique. Voilà. Donc une syntaxe qui se veut relativement succincte
et qui contient les informations importantes. On a un rendu en PDF qui reprend aussi les informations importantes. Donc ici, il s'agit d'un questionnaire à choix multiples, noté sur 2 points. Pénalité, bon, c'est quelque chose un paramètre qui n'a pas forcément beaucoup d'importance pour les enseignants, mais en fait, si les élèves ont la possibilité de faire plusieurs fois le quiz, quand ils le font une deuxième fois, ils ont une pénalité qui peut être prise en compte. Donc là, c'est un paramètre. Réponse unique, quand on a un QCM, on pourrait autoriser des réponses multiples. Et puis ici, donc, les différents choix listés avec des ABC, ce qui normalement correspond à ce qui va être présenté par le LMS Moodle, et avec les feedbacks qui sont repris ici pour chacun des items correspondants. Ça, c'est pour information, le XML qui va être produit et donc qui contient toutes ces informations et que le LMS Moodle sera capable d'interpréter normalement correctement. Je vais vous présenter quelques questions classiques qui sont gérées par le paquet LaTeX. Il faut savoir que il y a certainement beaucoup d'autres questions qui sont proposées sur les instances de LMS que vous pouvez utiliser. Il y a des choses qui ont évolué dans le temps et puis on peut aussi installer des plugins avec le LMS qui font qu'on a accès à des nouveaux types de questions. Donc, tout n'est pas supporté, mais les contributions sont les bienvenues. Alors, les plus classiques donc sont questions à choix multiples. Alors, on en a déjà vu ici un exemple. Je reprends un peu cet exemple-là avec le code à gauche et le PDF à droite. Les points importants sont qu'il s'agit d'un type QCM. Donc là, c'est avec un mot-clé, un environnement ici, LaTeX multi. On peut choisir single, alors entendre ici simple ou multiple, c'est les choix pour l'élève. Est-ce que l'élève peut répondre par une seule réponse ou par plusieurs réponses? Est-ce qu'on fait des permutations ou pas dans les réponses, dans les items qui sont présentés à l'élève? Le nombre de points qu'il y a à gagner, les fractions de 100% qu'il y a pour chacun des items, et puis la pénalité, on a évoqué ça tout à l'heure. Alors, il faut voir qu'on ne peut pas en fait donner des fractions qui sont n'importe lesquelles. On a vu tout à l'heure un menu déroulement incroyablement long, et en fait, ça, c'est les différentes possibilités. Heureusement pour vous, vous pouvez mettre un chiffre quelconque et puis le paquet LaTeX qui va arrondir au plus proche dans les choix possibles. Vous avez des choix multiples avec des réponses multiples. Donc là, ici, je voulais juste... qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, c'est une seule réponse possible. Donc là, on utilise l'astérisque pour indiquer 100% pour la réponse 1. Et ici, simplement, l'illustration, c'est pour le type d'énumération. Donc, vous voyez, I et I. On a plusieurs choix qui sont possibles, qu'on évoque ici, et donc qui vont donner un rendu qui est conforme à ce que l'on voit sur le PDF ici, le rendu pour les élèves sur le LMS. Type de questions numériques. Donc là, c'est quand on demande, on a une boîte qui demande aux élèves de rentrer une valeur numérique. Alors cette valeur numérique, elle peut être en format scientifique, enfin différents types de formats. Ici, donc on met les réponses qu'on peut envisager pour les élèves, que les élèves donnent. Par défaut, ces réponses-là, si on n'indique rien, c'est que c'est des réponses qui seront considérées comme correctes. Mais si par exemple, je demande un nombre irrationnel qui est impliqué dans les formules du périmètre et de l'aire du disque, j'attends pi, donc arrondi à 3,14 ici, avec une tolérance qui est indiquée par cette clé tolerance à 0,01, et puis donc ça c'est la réponse correcte. Si par contre ils me répondent 3,14 mais avec une tolérance de 0,1, ils auront quand même 50% des points. S'ils me répondent quelque chose qui est plutôt proche de exponentielle de 1,
eh bien, je vais leur donner 0 point, mais je vais leur donner un feedback qui va peut-être leur permettre de corriger une conception erronée, par exemple. Short answer, donc ici on attend une chaîne de caractères et puis on va tester différentes chaînes de caractères en fonction des réponses qu'ils donnent. On va donner des points ou pas et puis certains feedbacks. Par exemple, on a le caractère joker astérisque ici qui permet de, un peu comme ce qu'on a dans Bash, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui va permettre de compléter n'importe quoi d'autre. Donc là, tout ce qui commencera par le sir, on donnera 0 point et on dira quelle noblesse. Voilà. On peut être sensible ou pas à la casse, donc à la présence de majuscules ou pas. Et voilà, c'est short answer, l'environnement qui correspond à ça. On a des questions d'appariement, matching, l'environnement, avec la possibilité, alors par défaut pour les élèves, que je vous dise pas de bêtises, les choix de réponse sont toujours mélangés. Par contre, ce qu'on a la possibilité avec shuffle true ou false, c'est de mélanger également les items. Donc ici, exemple simple, je vous donne des fruits et puis je vous demande d'associer à ces fruits une couleur et puis vous avez 3 choix de couleurs, vous avez orange, jaune et noir. Et donc orange, citron et banane, vous devez associer une couleur. Ici, on a 4 couleurs qui sont proposées, mais 2 qui sont identiques. Dans le LMS, on n'en verra que 3 des choix, puisqu'il reconnaîtra que jaune est présenté 2 fois. C'est un unique élément. Qu'est-ce que je peux vous dire ici? On a un minimum de 2 items qui doivent être présents et puis 3 réponses. Donc en fait, 3 items. On peut avoir des items sans contenu ici, avec juste une réponse, answer. Voilà, et donc c'est le cas de noir. Voilà. Ensuite, des questions vrai-faux, un grand classique également. Ici, il n'y a pas grand-chose à... En fait, c'est extrêmement élémentaire. Hein. Au niveau de la syntaxe, vous avez un énoncé au début. Le premier item, il signifie vrai. Le deuxième item, il signifie faux. Et alors, c'est pas très clair dans la syntaxe LaTeX, hein, mais c'est rendu plus clair dans le PDF qui est produit après compilation. Et puis après, il s'agit pour le concepteur ici, ou la conceptrice, pardon, de mettre des points sur vrai ou sur faux, et puis éventuellement un feedback pour l'élève. Voilà. Question, alors, un peu particulière ici, il faut qu'on aborde ça. Question de composition. Alors, à la différence des questions qu'on a évoquées précédemment, cette composition-là, elle ne va pas être notée automatiquement. Donc, toutes les questions de points, etc., ce ne sera pas automatique dans le LMS. Mais les items qu'on va renseigner ici pourront servir pour des évaluateurs. Donc, on peut être dans une équipe enseignante qui va être amenée à corriger les compositions d'une cohorte d'élèves qui est assez importante. Et donc, c'est bien d'avoir les mêmes instructions de correction pour tout le monde. Donc là, on a cette possibilité qui est offerte par le LMS Moodle et donc on l'exploite ici avec cette syntaxe-là. Vous avez plusieurs choix dans est-ce que la réponse est requise ou pas est-ce que les élèves peuvent continuer dans le quiz sans avoir répondu ou pas. Le type de format de réponse, ils peuvent éventuellement exporter un fichier ou alors donner un contenu enrichi en HTML ou juste du texte. Voilà, est-ce qu'ils doivent forcément attacher un fichier ou pas dans leur réponse? Voilà. Il y a une autre chose que je n'ai pas évoquée tout à l'heure, qui me revient maintenant, c'est dans les questions d'appariement.
il n'y a pas de feedback qui est possible là, puisqu'on ne peut pas prévoir les associations que les élèves vont faire. Donc, il y aurait peut-être trop de possibilités. Donc, il n'y a pas de feedback possible. C'est même pas prévu par le LMS Moodle, en fait. Hein. Donc, c'est pas que on n'a pas voulu l'implémenter dans le package LaTeX. Voilà. Et puis, pour terminer cet inventaire-là de questions classiques, il y a un truc qui est assez horrible quand on a affaire au LMS directement et qu'on veut concevoir ça, c'est des réponses intégrées. Donc là, je vous ai donné un exemple d'utilisation, ce serait pour un formulaire de satisfaction. En fait, j'ai plusieurs types d'entrées de sous-questions, si vous voulez, mais qui sont intégrées dans la même question. Et donc, j'ai un questionnaire à choix multiples, oui ou probablement pas. C'est les deux choix possibles. J'ai une question où je leur demande de rentrer une valeur numérique. Donc ici, c'est pour évaluer ma présentation, par exemple. Et s'il y a des choix qui se fait 0 ou 5, bah, je fais un feedback particulier. Et puis, je leur demande simplement d'écrire leur nom à la fin, à la fin de mon formulaire. Et puis ici, s'il y a un Gauss qui répond à mon formulaire, je le salue. Voilà, donc peut-être je vais vous montrer quand même ce que ça donne en syntaxe XML, parce que c'est vraiment horrible. Ce qu'on est censé écrire dans le LMS Moodle, c'est ça. Alors, je vais vous montrer, voilà, ici, j'essaie. Ouais. Donc, on a notre texte. Alors bon, ici, il y a des balises HTML, ça peut être assez transparent pour vous. Donc, ici, j'écris un texte. Et puis ça, c'est une question, un choix multiple, où il y a le nombre de points, puis multi-choice H, qui veut dire que la présentation des items est horizontale. Ça, c'est un égal, ça signifie que c'est la bonne réponse. Donc, avec le feedback, la réponse oui, et puis un feedback associé qui est un smiley ici en emoji. Réponse aussi correcte, mais qui est probablement pas, mais avec un smiley qui est sad face. Et voilà, et puis vous voyez numerical, et on est vraiment censé taper ça dans le formulaire de texte de Moodle pour obtenir ce résultat. Donc, de ce point de vue-là, il y a un gros avantage à utiliser le paquet LaTeX qui rend les choses intelligibles. Voilà pour la première partie. Alors là, je me dis, si vous voulez, on est en petit comité, n'hésitez pas à poser des questions déjà sur cette première partie. Et puis, quand on en sera à passer à la deuxième partie, je vais vous faire un petit sondage pour voir un peu de quoi on parle. Oui. Oui, Antoine? Oui. Ben, en fait, moi, je ne connaissais pas la plateforme d'apprentissage Moodle. Est-ce que ça fait longtemps que ça existe? Alors, moi, je l'ai utilisé depuis 2011 et je pense que ça existait déjà depuis un certain temps. Merci. De rien. Alors, j'ai une question aussi, Mathieu. Tu disais que le premier item est la réponse correcte. C'était le cas pour vrai-faux. Oui, pour un vrai-faux. Hein. En fait, c'était pas la réponse correcte, c'était la réponse vraie, qui n'est pas forcément la réponse correcte. Ah oui, ah pardon, d'accord. Ok, d'accord. C'est possible que j'ai mal exprimé les choses, hein, mais c'est ça. Non, c'est peut-être moi qui ai interprété un peu trop rapidement. Ok, d'accord. Alors, donc Mathieu nous soumet un je ne voulais pas interrompre d'éventuelles questions, hein, et n'hésitez pas à poser des questions, mais donc là, j'ai proposé le sondage pour voir un peu de quoi vous souhaiteriez parler. Et on peut tout cocher? On a le droit? Oui. Quand on en coche une, ça disparaît malheureusement.
Ah mince, j'ai pas autorisé les réponses multiples peut-être. Ah. Eh ben, bon, on est en petit comité, hein. Tu peux me dire simplement le truc qu'on aborde après. Là, simplement, ce que je peux faire, c'est les plus populaires, les traiter en premier. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et le dernier item, la Xmodel Oui, que j'explique un petit peu, excusez-moi. Ouais. Donc les quelques commandes utiles, ok, je pense que la plupart sont assez compréhensibles, les énoncés. Xmodel to Text, c'est en fait un utilitaire Python qui va faire l'inverse de ce que fait le package LaTeX Moodle. Il va prendre en entrée un fichier XML et il va sortir un fichier .tex qui est compilable. Et en compilant ce fichier .tex, on doit retrouver un XML qui est conforme à celui de départ. Je ne sais pas si c'est super clair. Donc, ce serait pour à usage de. Personnellement, moi, je pourrais l'utiliser pour des tests unitaires pour vérifier que tout fonctionne correctement au niveau du paquet. Mais l'usage des enseignants pourrait être d'avoir des quiz déjà conçus sur le LMS Moodle et de les passer en LaTeX. Tout à fait. Ok. Eh ben, écoutez, on aborde les quelques commandes utiles. Ça tombe bien, c'est le première diapo ici. Alors, une chose que j'ai pas mentionnée, donc vous avez dû vous rendre compte qu'on pouvait mettre du code LaTeX et le retrouver dans notre LMS Moodle ensuite. Il y a toute une conversion qui est faite de manière générale pour être compatible avec le HTML. Et il faut se rendre compte que tant que ça n'a pas été prévu par les mainteneurs du paquet, une commande LaTeX, que ce soit avec un def ou avec un new command, si elle n'est pas spécifiquement mentionnée comme étant nécessaire, si elle n'est pas mentionnée comme devant être convertie, elle ne le sera pas. Et donc, vous risquez de vous retrouver avec un LMS Moodle qui écrit dans son code LaTeX votre commande personnelle que vous avez conçue vous, mais sans connaître sa définition. Et donc, il faut une expansion, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, expansion, un développement de la commande avec sa définition avant l'export vers le XML. Et donc, pour ça, il faut déclarer ces commandes-là. Donc, il y a la commande HTML Register qui est là pour ça. Donc, individuellement, chacune des commandes que vous utilisez, je ne sais pas, par exemple, vous utilisez une commande qui est entre guillemets, par exemple, et tout le contenu va se retrouver entre guillemets, mettons ça, eh bien vous faites HTML register / entre guillemets. Et dans ce cas-là, après, si vous l'utilisez dans le code LaTeX, elle sera développée pour le XML et le LMS Moodle n'aura pas à connaître. Enfin, il verra même pas cette commande-là. Il verra le développement de cette commande. Alors, c'est pas très sympa parce que si vous avez plein de commandes que vous utilisez, il faut le faire une fois pour chacune de ces commandes-là. Quand vous avez des new commands qui ont des options, ça ne fonctionne pas. J'ai pas trouvé de solution pour ça. Donc, il faut vraiment des def ou des new commands, mais sans option. Quand vous utilisez des new commands, il y a la macro Moodle Register New Commands qui toutes les new commands successifs à l'appel de cette fonction-là, de cette macro-là, vont être détectées automatiquement et enregistrées comme si vous l'aviez fait avec HTML Register. Donc, quand vous faites un include et puis macro.tex, comme peut-être vous le faites, moi je le fais en tout cas, dans mes fichiers, et bien dans le fichier macro.tex, j'ai toutes mes définitions. Et bien grâce à ça, j'ai pas à leur rentrer chacune
de mes définitions. Par contre, il faut que ce soit des new commands. Ça ne peut pas fonctionner avec les defs. Voilà, donc ça c'est pour des macros personnels que vous pourriez utiliser. Il y a des situations auxquelles on peut penser, dans lesquelles vous voudriez des contenus qui sont un peu différents pour l'export PDF et pour le XML, pardon. Et donc, dans ce cas-là, il y a la fonction HTML only qui permet de distinguer l'un de l'autre. C'est le cas, j'ai mis un exemple dans la documentation où on voudrait un texte encadré, par exemple. Donc, dans un cas, on met les balises HTML qu'il faut pour ça, et puis dans l'autre cas, on met un Fbox. Ensuite, il y a Moodle Fragile ici qui va permettre de déclarer des caractères qui sont un peu dangereux et qui ont vocation à apparaître dans des lieux qui sont un peu dangereux, notamment là où le LMS Moodle ne fera pas de rendu HTML. C'est une discussion qu'on a eue avec Denis là, l'autre jour qui m'a conduit à développer, à mettre cette définition-là. Donc, c'est dans la version développement du package. Et puis, vous avez différentes macros qui sont définies avec des versions protégées un peu des caractères qui peuvent être dangereux. Voilà, que vous pouvez utiliser éventuellement dans ce Moodle Fragile. Voilà, donc ça, c'est quelques commandes utiles. Ensuite, on peut évoquer les quiz papier. Alors ça, c'est marrant parce que c'est un usage qui n'avait pas été prévu au départ, mais qui s'est révélé pas mal lors de la crise sanitaire Covid. C'est qu'en fait, il y avait beaucoup d'enseignants qui se retrouvaient avec des modalités hybrides et qui devaient à la fois faire des quiz en ligne et puis ils se retrouvaient peut-être avec des élèves en salle aussi. Alors, ils leur imprimaient du papier. Et donc, on a développé cette option-là, Handout, où ça produit un PDF pour l'élève. La chose spécifique ici, c'est que quand vous utilisez cette option-là, tout ce qui est prévu avec des shuffle, des permutations aléatoires, eh bien, ça va être vraiment permuté aléatoirement, tel que le LMS le ferait. En tout cas, c'est l'idée. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le signaler. Il peut y avoir des petits problèmes. Et donc, si on produit 15 PDF, on pourra avoir 15 PDF différents pour les 15 élèves en salle, par exemple. Voilà, donc ça, c'est un peu l'idée. Ça se fait grâce à un package qui s'appelle Random List, je crois. Et puis, on peut éventuellement changer la racine du générateur aléatoire, le seed, random seed. Voilà pour quiz papier. Denis, il y a un autre sujet que tu voulais aborder peut-être? Pas en particulier, mais tous, en fait. Okay. Il y a Antoine qui a une question. Oui. En fait, c'est un peu pour dire la même chose. Dans le fond, on peut toutes les passer tant qu'il reste du temps. Puis, ouais, moi, je ne suis pas particulièrement limité en temps. Après, vous voyez le format que vous voulez donner à vos exposés. Ça, je ne connais pas très bien. Non, mais il n'y a pas vraiment de limite. Entendu. Bon. Voilà, volontiers. Si tu as des choses à nous raconter, on est tout oui. Ok, alors, personnellement, les choses qui ont été développées, c'est parce que moi, j'en avais des usages. Donc, je peux vous présenter ce qui se fait au niveau des images. C'est un peu compliqué. Et en fait, j'ai travaillé avec des options parce que je ne voulais pas forcément trop de complications pour tous les utilisateurs. Donc, il y a les utilisateurs simples qui incluraient des images dans leur document LaTeX. J'imagine qu'ils utiliseraient Graphics ou GraphicX, avec notamment la commande classique include graphics. Alors, cette commande-là, dans le paquet LaTeX Moodle, on l'a
on la détecte et puis on détecte notamment les options qui pourraient être utilisées, height, width et PPI pour la densité de points par inch. On détecte aussi graphic path, et donc on est capable d'aller voir les images que vous avez, que vous cherchez à mettre dans votre document, et ces images-là, on va aller les inclure dans le fichier XML pour qu'elles apparaissent correctement dans le LMS aux élèves. Ce qui a été rajouté, en fait, c'est un format qui peut apparaître correctement sur le web, mais qui de base n'apparaît pas bien dans les PDF, c'est le format GIF. Alors ce que je fais du coup pour ça, c'est que j'extrais la première frame du GIF et puis je la mets dans le PDF. Et par contre, le GIF en entier, lui, il apparaîtra dans le LMS. Voilà. Après, du coup, c'est pour des usages peut-être un peu plus avancés, des utilisateurs plus avancés au niveau image en LaTeX, ils pourraient utiliser TICZ. Dans ce cas-là, de base, on externalise en fait la production des images TICZ et grâce à ça, on les convertit en PDF et après on inclut le PDF dans le fichier XML pour le Moodle. On pourrait trouver que ça, c'est un peu restrictif parce que du coup, les TICZ, a priori, c'est du vectoriel. Et donc, pour ça, il y a une option ensuite SVG qui permet de garder tout en vectoriel et qui, au lieu de convertir en PNG, convertit en SVG. C'est un peu expérimental, mais pour mes usages, ça fonctionnait correctement. Et ça nécessite Inkscape. Antoine, tu as une question? Oui, pour ceux qui utilisent MetaPost, est-ce que ça pose problème? Je ne suis pas utilisateur de MetaPost et je n'ai rien fait dans le paquet et l'auteur original non plus pour que ça fonctionne. Donc je serais surpris que ça fonctionne. Je connais même pas les syntaxes, etc. De MetaPost. Je serais surpris que ça fonctionne. Néanmoins, il y a probablement, on doit pouvoir utiliser un hack qui consisterait à mettre du code MetaPost, l'inclure en fait dans un nœud TICZ pour qu'ensuite ça soit rendu et converti en image. Donc pour ça, il y a la macro embed as picked. Initialement, je l'avais pensé pour des usages type mettre un tableau, ce qui n'est pas supporté actuellement par le package, ou alors quand on a des fontes un peu particulières et qu'on veut les préserver dans la présentation aux élèves, on peut du coup convertir le morceau là en image et ça sera présenté sous forme d'image aux élèves. Voilà, donc je pense qu'on doit pouvoir le faire comme ça, mais MetaPost, si c'est un environnement ou des choses comme ça, il n'y a rien actuellement pour ça. Contribution bienvenue, évidemment, hein, et je peux éventuellement aider pour trouver des solutions. Dans certains cas, ça peut être assez simple. Je ne sais pas ce qu'il en est de MetaPost. Et de toute façon, MetaPost génère des fichiers, alors je ne sais plus exactement, mais des fichiers vectoriels. Alors je ne sais plus si c'est EPS ou PDF directement, mais on peut facilement obtenir donc un fichier qui puisse être ensuite. Ah oui, non, sauf que toi, tu peux pas intégrer des fichiers au format PDF, c'est ça? Alors, TICZ permet d'externaliser la production d'images et donc il crée un fichier PDF pour chaque image. Ce qui m'autorise la conversion ensuite de ce PDF en PNG et l'inclusion dans le XML du PNG. Je ne sais pas ce qu'il en est de MetaPost. Est-ce que MetaPost propose ce genre d'option-là ou pas? Je ne sais pas. On peut obtenir un fichier PDF, ça, je suis certain. EPS,
Et donc, avec EPS to PDF, un PDF, et après, bon, avec Oui, mais la question, c'est est-ce que tu peux avoir un fichier PDF pour chacune des images? Oui, oui, oui. D'accord. C'est ce qu'il fait par défaut, MetaPost. Donc, tu as un document. Oui. Tu as un PDF pour ton document en entier. Oui. Tu as un PDF pour chacune des images. Voilà. Enfin, sauf erreur de ma part. Enfin, en tout cas, quand je l'ai utilisé par le passé, c'était comme ça que ça fonctionnait. Il génère effectivement un fichier un fichier, donc peut-être PS ou PDF, je ne sais plus, par image MetaPost. D'accord. Bah, donc, dans ce cas-là, ça doit être assez facilement faisable. EPS, peu importe. Hein, Inkscape est capable de gérer ça également. Oui, ou ImageMagick. Et même, il y a EPS to PDF qui est intégré aux distributions tech maintenant. Hein. Voilà. OK. Voilà. Ce que je peux mentionner, c'est que quand on utilise l'option TickZ, donc toutes les images, elles seront en fait mises dans un nœud TickZ et donc ça nous donne accès à d'autres options comme Scale, Angle, de Include Graphics, qui seront gérées du coup par le paquet Moodle. Voilà. Historiquement, ça a été assez compliqué tout ça, mais je dirais que c'est relativement stabilisé aujourd'hui. En tout cas, j'ai moins de retours d'utilisateurs qui disent ça fonctionne pas sur Stack Exchange, etc. Donc, je pense que c'est un peu plus stable. Un autre point qui m'a servi personnellement dans ma vie professionnelle, c'était la décoration de code, donc pour des cours d'informatique. Et donc là, je vois 3 types d'utilisateurs. Des utilisateurs du paquet Verbatim, où c'est du code le plus simple possible déroulé. Utilisateurs des paquets un peu plus complexes, Fancy Verb ou FV Extra, avec des commandes qui sont supportées, et puis aussi Minted. Alors, Minted, il faut savoir que ça fonctionnait jusqu'à la version 2, et puis là, peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, il y a une version 3 qui est sortie, qui a cassé la compatibilité. Donc là, pour l'instant, on en est à Minted 2 pour que ça fonctionne. Dans les 3 situations, je ne parvient pas à faire fonctionner les choses quand on met du code dans un environnement. Begin, je ne sais pas, Verbatim ou Begin Minted, etc. La seule chose que j'arrive à faire fonctionner, c'est quand on met en entrée un fichier externe qui contient le code. Et donc, il y a une lecture qui est faite d'un fichier externe. Et dans ce cas-là, ligne par ligne, en fait, nous, on va aller récupérer les lignes et les convertir vers du code HTML qu'on peut mettre dans le fichier XML. Voilà, donc toutes ces commandes qui sont supportées, elles sont à vocation à avoir un argument qui est le nom du fichier externe dans lequel on a le code. Éventuellement, on a des options qui sont supportées en fonction des paquets qu'on utilise, où on peut préciser la première ligne à prendre en compte, la dernière ligne, mettre des colorations syntaxiques, enfin souligner certaines lignes. Avec Minted, on a une coloration syntaxique qui est faite. On peut mettre des noms, des numéros à gauche ou à droite, etc. Bon, beaucoup d'options intéressantes. Voilà. Si vous désirez des exemples, hein, moi, je peux vous montrer facilement des exemples de tout ce que j'évoque ici. Tout à fait. Je pense que oui, ce serait une bonne chose qu'on ait des exemples. Ouais, il y a quelque chose en particulier qui t'intéresserait? Les images, le code de coloration syntaxique? Le code, oui. Tu dis, pardon? Et j'ai une question. Tant qu'on y est, tu n'as pas considéré le package listings? Non. Le code informatique? Non, d'accord. Okay. Non. En fait, pour répondre précisément à cette question, je ne sais pas.
peut-être je l'ai considéré à un moment donné et c'était pas possible ou j'arrivais pas à faire quelque chose. Ou alors, comme j'en étais pas utilisateur, je l'ai pas considéré. Je me rappelle plus, honnêtement. D'accord. Ok. Donc oui, des exemples d'images et puis de. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la distribution. Attends, il y a Frédéric Bréal qui a une question. Frédéric? Alors, il va la poser par oui, c'est ça. Ok, je vais ouvrir le. Ah, pardon. Créer un QCM avec Pronote. Ressemble à Moodle et l'export est en HTML. Est-ce possible de voir un import Moodle avec un ECM? C'est quoi un ECM? Excusez-moi, Frédéric. Je n'ai pas le. Exemple complet minimum, je pense. Waouh, ok. D'accord. C'est ok. Je suis plus habitué au terme anglo-saxon. Est-ce possible de voir un port Moodle avec un ECM depuis la conception LaTeX? Oui, bien sûr. Il s'agit pour moi là de faire une démo, c'est ça? Ok, bien sûr. Donc là, je reviens sur mon instance Moodle à Berlin. Ici, donc j'ai ma banque de questions et j'ai une option importer. Il y a plusieurs formats de fichiers qui sont supportés, mais ce qui va nous intéresser, c'est le format XML Moodle. Je choisis un fichier et là, je vais prendre un exemple que j'ai préparé pour vous. Tiens, non, prenons l'ensemble des exemples, donc ce fichier XML là qui contient toutes mes questions. Là, il y a une option qui peut être intéressante si vous avez des problèmes, c'est stopper en cas d'erreur, ce qui permet de conserver toutes les questions qui n'ont pas posé de problème, pour lesquelles il n'y avait pas d'erreur. Et donc là, vous mettez non si vous voulez ça. Et par défaut, c'est oui. Donc en fait, dès qu'il y a une erreur, ça pose un souci. Mais dans le fichier que je vous ai préparé, il n'y a pas d'erreur, évidemment. Donc là, j'ai 8 questions et elles ont été importées correctement. Alors en fait, comme j'ai un quiz, elles vont se retrouver maintenant en double parce que je les avais déjà importées. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez l'exemple ici. Est-ce que ça répond à ta demande, Frédéric? Tu veux peut-être qu'on regarde ensemble le contenu du fichier XML? Ou alors, on peut regarder ensuite comment on conçoit un quiz à partir de cette banque de questions. Ça peut être intéressant aussi. Oui. Alors, là, oui, ce que je disais tout à l'heure, je me suis arrêté, c'est que dans la distribution du paquet Moodle, donc c'est présent dans TechLive, vous avez aussi tous les tests qu'on a. Et ces tests-là, moi, ils me servent à voir s'il n'y a pas de... Quand j'introduis des corrections ou des nouvelles features, voir s'il n'y a pas des régressions. Mais il peut servir aussi d'exemple pour tous les utilisateurs. C'est pour ça que ça m'a semblé intéressant de les mettre dans la distribution. Par exemple, pour les francophones, Test French, on peut regarder ça. Test French. Et donc là, on a un pangramme où j'ai testé un petit peu tous les... Peux-tu le mettre en plus gros, le code LaTeX? Bien sûr. Si j'arrive avec ce... Oui, c'est ça, j'y arrive. Oui. Voilà. Donc là, j'ai testé un petit peu tous les types d'accents et de glyphes qu'on pourrait rencontrer en français. Faut savoir qu'on est parti d'une situation où ça fonctionnait vraiment pas bien. Et donc,
Donc voilà le test. Et oui, comme dans le Babel French, il y a aussi des commandes qui sont définies. Ben, on teste ces commandes-là. Donc, test French ici a défini un XML. Excuse-moi, Mathieu, pendant qu'on y est, les accents, là, tu les as codés avec les commandes LaTeX, mais on peut, j'imagine, les saisir directement en clavier. Bien sûr. Là, regarde, il y a les deux exemples. Ici, tu as tous les accents en LaTeX. Et là, tu les as en UTF-8. Ouais, non, pas de souci. Mais tu as raison de mentionner ça. Mais, donc là, en l'occurrence, on teste les deux choses. Je vois pas très bien la fonction if PDF spec, parce que même en PDF, tu peux très bien avoir les accents directement en clavier. Même en PDF LaTeX, je veux dire. Oui, mais moi, j'arrive pas à gérer ça. Pour l'envoyer vers le XML. D'accord. C'est ça qui posait énormément de problèmes au début. Et donc, ma recommandation aujourd'hui, c'est utiliser XeLaTeX ou LuaLaTeX qui gère nativement l'UTF-8 si vous avez à rentrer au clavier directement des caractères un peu trop sophistiqués. Si c'était le E accent aigu et ça fonctionnait à peu près avec PDF LaTeX, mais je suis rentré dans des problèmes où je m'en sortais pas du tout. D'accord. Voilà. D'ailleurs, là, regarde, tu vois, il y a un if PDF Tech, on fait quelque chose, et sinon, on fait autre chose. Oui, tout à fait, oui, c'est ça qui m'avait surpris, d'accord. Okay. Voilà, donc juste pour montrer le XML, là, il y a des balises HTML. Pour premier, il y a 1 et puis en sup ER, etc. Donc ça, c'est tout le paquet LaTeX qui a converti des commandes LaTeX en un équivalent HTML. Voilà. Je me suis perdu un peu, Frédéric, sur ce que tu souhaitais. Donc là, on a examiné un XML. Maintenant, on fait un quiz, on conçoit un quiz sur le LMS. J'attends ta réponse. La fonte est-elle imposée? La fonte. Ouais, alors, je crois comprendre la question. Si j'utilise une fonte sur mon document là pour produire le PDF, par exemple, je sais pas moi, Libertine, elle ne va pas se retrouver pour les élèves sur le LMS Moodle. La seule possibilité, de rien pour cette référence, merci à lui de proposer des pangrammes comme ça, Gilles Esposito Fares. La seule possibilité, ce serait, et je reviens à Embed as Pict, c'était, excusez-moi, je suis un peu perdu. Ouais. Voilà, ce serait mettre tout le contenu qu'on veut dans la police que l'on souhaite sous forme de Embed as Pict. Et dans ce cas-là, les élèves verraient que des images, mais avec la police qu'on souhaite. Est-ce que ça répond à ta question, Frédéric? Peut-être en complément, les personnes qui écrivent directement sur le site de Moodle, est-ce qu'ils ont le choix de la police de caractères? C'est une bonne question, je ne sais pas. Là, je vais éditer une question et on va voir ce qu'il en est. Je pense qu'il s'agit de fichiers de style qui ne sont pas accessibles nécessairement aux enseignants, mais qui sont accessibles plutôt comment on dit, au webmestre du serveur. Vous voyez là, il y a une interface un peu enrichie
mais je ne crois pas qu'elle me permette de choisir la police. Non, elle me permet de choisir italique, gras, etc., éventuellement surligné, mettre différentes tailles, mais je ne crois pas que j'ai la possibilité. En fait, si, ok, excusez-moi, il y a la possibilité, je pense, mais il faut aller faire ça. Il faut, je connais même pas cette interface, c'est horrible. Il faut aller, voilà, il faut éditer directement le code HTML, et puis là, on doit pouvoir préciser dans les balises la police que l'on souhaite. Mais du coup, si on choisit un truc qui est un peu exotique, il faut que le navigateur de l'utilisateur il connaisse cette police-là. C'est pas comme dans un fichier PDF où la police elle va être embarquée. Ça répond à ma question. C'est pas simple de changer la police. Ouais, je pense, hein, mais vous voyez, c'est pas vraiment fait pour quoi. Je n'aimerais pas trouver la possibilité, mais normalement, on doit pouvoir modifier directement le code HTML. Ah ouais, c'est ça, code source. Ouais, voilà. Et donc là, je peux le modifier. Donc j'imagine, je ne connais pas très bien. Hein, je n'ai pas révisé pour ça, mais si là, je mets le font, j'en sais rien, Comics sans MS, on prendrait la blague. Peut-être que ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon. Il faudrait peut-être utiliser la bonne syntaxe et ça fonctionnerait peut-être. En tout cas, le paquet Moodle, là, ne gère pas du tout ça. Le paquet Datec Moodle, il ne gère pas du tout les questions de fonte. Peut-être, Frédéric, pourrait-il nous expliquer pourquoi il a posé cette question? Est-ce que c'est pour les besoins de... enfin, pour répondre aux besoins de... Y a-t-il une raison à ça, Frédéric? Particulière, disons? Autre que... Il nous dit qu'il utilise le paquet CFRLM. Oui. Lisible et clair sur le papier. À propos de lisible et clair, il me semble que ça peut être un peu à l'appréciation des différents utilisateurs. Et je crois que Moodle, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais il y a certains plugins, en tout cas sur certaines instances, qui permettent à l'utilisateur, si par exemple il souffre de dyslexie, d'utiliser la fonte de son choix, avec des fontes qui peuvent être adaptées à certains dyslexiques. Du coup, c'est juste, ça me fait penser à ça, la remarque de Frédéric que la fonte qu'il utilise, elle est lisible et claire. Ça peut être une perception qui est assez relative selon les personnes aussi. Et à la limite, c'est peut-être une bonne possibilité de laisser le choix à l'élève de choisir sa fonte. Alors, je vous propose de faire un quiz. Donc ici, je suis dans mon cours, là, je vais ajouter une activité. Et là, vous voyez une myriade de choix, mais le bon choix, c'est test. Test, je donne le nom que je veux. Donc là, c'est le quiz des exemples. Un quiz très difficile. Beaucoup de réglages possibles pour les enseignants qui conçoivent le quiz, notamment quand est-ce qu'on ouvre le test, quand est-ce qu'on le ferme, le temps que les élèves peuvent passer à répondre à leur quiz, comment les notes vont être prises en compte, la mise en page, est-ce que chaque question est présentée individuellement dans la fenêtre et après on passe à la question suivante, ou alors est-ce qu'on présente 2 questions d'un coup, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour les questions? Est-ce qu'on fait un feedback à chaque question, un retour à l'utilisateur après chaque question, ou est-ce qu'on le fait après l'ensemble du quiz?
je ne sais pas si c'est exactement ce que je suis en train de montrer en ce moment, mais je cite différentes options qui sont possibles. Est-ce que les élèves peuvent reprendre le quiz après l'avoir fait s'ils ne sont pas satisfaits de la note, au risque d'avoir des pénalités qu'on a prévues nous-mêmes? Bon, voilà, une myriade de possibilités ici dans lesquelles on ne va pas rentrer. Je crée mon quiz et actuellement, il est... je n'ai pas très bien rédigé d'ailleurs. Quiz des exemples. Je crée mon quiz, mais il est peuplé pour l'instant de 0 questions. Et je peux rajouter du coup des questions pour le peupler. Soit je crée des questions ex nihilo ici. Non, je ne sais pas exactement. Enfin là, j'ai la possibilité de créer des questions. Ou alors prendre des questions de la banque de questions ou créer une question aléatoire. Alors, on va tester les 2 possibilités là. Alors, il faut voir qu'il y a la notion de catégorie, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais quand on utilise le paquet LaTeX, si on fait section et subsection, je crois, ça va créer en fait des catégories. Donc, ce que j'avais fait précédemment, c'était une section quiz des exemples, et donc ça m'a créé une catégorie. Et ici, je peux voir mes 16 questions, donc 2 x 8, qui sont dans cette catégorie-là. Je peux aller sélectionner une des questions et l'ajouter à mon quiz, ou plusieurs questions. Voilà, donc mon quiz maintenant est peuplé de 2 questions. Une autre chose dont je n'ai pas parlé aussi, c'est les étiquettes. Alors là, je vais vous proposer d'ajouter une question aléatoire. Et, ce que je peux faire, c'est filtrer non seulement par catégorie, mais aussi par étiquette. Donc dans les quiz des exemples, je peux demander à aller chercher toutes les questions qui contiennent une étiquette. Et là, en fait, j'ai qu'une seule étiquette dans mes exemples, c'est l'étiquette addition. Et donc, si j'en avais plusieurs des questions, et là, elles seraient listées en appliquant les filtres, j'aurais toutes les questions qui portent cette étiquette-là, addition. Et je vais donc ajouter une question aléatoire qui porte cette étiquette-là. Et donc, plusieurs élèves qui feraient le même quiz verraient des questions différentes. Et donc, ça, ce serait intéressant si j'ai des variations autour d'un prototype. Je donne une étiquette commune à toutes ces questions-là et puis je fais un tirage aléatoire. Voilà, donc j'ai enregistré là mon quiz et puis je peux retourner et le tester. Non, pas. Prévisualiser le test. Voilà. Donc ça, c'est ce que l'élève verrait. Texte de la question, si je me rappelle bien, c'était réponse 1. Vous voyez qu'il y a eu ici une permutation aléatoire des items qui sont proposés. Puis 3,14. J'essaye d'avoir le maximum de points, vous me permettez. Et là, je termine le test et je devrais avoir des feedbacks qui sont adaptés à mes réponses. Je peux revoir un peu avant d'envoyer. Là, j'envoie. Vous voyez, c'est un peu pénible dans ce LMS, toutes les fenêtres pop-up qui apparaissent, confirmées, machin. Ça rend les choses un peu pénibles. Donc là, j'ai un feedback qui me dit que c'est correct. La réponse correcte dans la réponse 1, super. Ah là, je me suis trompé sur les signes diacritiques. La réponse correcte, c'était adulette. Ça, c'est le feedback que j'avais prévu. Hein. Et puis, réponse correcte 3,14. Là, ça m'a été compté correctement, malgré l'absence de virgule. J'ai utilisé un séparateur décimal ici, qui était le point.
Voilà. Peut-être que je vais vous montrer un instant la question des étiquettes, parce que je ne l'avais pas abordé. C'est pas ça ce que je voulais vous montrer. C'était... désolé, je me suis paumé. C'était pas ça. Exemple. Voilà. Alors, dans ces exemples-là, vous voyez, donc la section dont on parlait, c'est pas, voilà, section, ça marcherait aussi, mais là, c'est Begin Quiz, c'est le nom du quiz. Et donc, ça va être retenu comme étant la catégorie. Et puis, d'ailleurs, je pourrais faire plusieurs Begin Quiz et ça ferait des catégories différentes dans le même fichier XML. Et vous voyez ici au niveau de la question numérique qu'il y a une étiquette addition. Et donc là, on va le retrouver dans le code. C'est tag addition ici. Et donc ça permet sur ce critère-là ou sur un autre comme la catégorie, de faire des questions aléatoires, tirées aléatoirement dans notre quiz. Voilà. Donc je pense que j'ai couvert un peu le point de comment concevoir un quiz une fois qu'on est sur le LMS et qu'on l'a alimenté avec une banque de questions. Pardon. Si vous avez d'autres points que vous souhaiteriez voir, Nicolas Ruti, par exemple, Antoine. C'est quoi que vous aviez prévu pour les questions autour d'un prototype? Là? Je pense que c'était dans la liste des sujets possibles. Ouais, alors, en fait, là, c'est plus une vision à long terme. On a un petit peu avancé, mais c'est pas encore tout à fait prêt et j'ai plus beaucoup de temps à dédier à ça actuellement. C'est en fait, disons, on a des preuves de concept. Ce que je souhaiterais faire, c'est sur le LMS Moodle, il y a des questions qui sont dites questions calculées, où en fait on crée plein de questions sur la base de variables avec des paramètres, avec différents jeux de valeurs qui sont proposés, générés plus ou moins aléatoirement. Et les élèves doivent répondre en fonction de ces paramètres-là à une question paramétrique. Le support le paquet de LaTeX ne supporte pas ça actuellement et j'ai pas voulu le faire parce que ça m'a pas semblé très pertinent dans le cas d'un fichier LaTeX. Et notamment, j'ai fait quelques preuves de concept qui utilisaient le script Lua ou alors du code Python intégré dans le code LaTeX pour générer la syntaxe et générer des questions paramétriques comme ceci. Mais c'est un peu complexe. Et finalement, on est arrivé avec un utilisateur qui s'appelle Colin Caprani, je crois, à un truc qui est relativement simple, où avec notre logiciel pour faire des scripts favoris, type Python, Lua ou autre, on crée un fichier qui contient nos paramètres, une table qui contient les noms des paramètres en première ligne, et puis les lignes suivantes, les valeurs de paramètres, et au format CSV, comme un separated value, par exemple. Et on intégrerait ceci dans un fichier prototype. Le fichier prototype, il pourrait se compiler seul pour la relecture. Et dans ce cas-là, les paramètres apparaîtraient sous forme de paramètres, simplement, sans valeur numérique. Et puis, au moment où on fait l'option Final, on doit créer soit des handouts pour les élèves, soit un truc final. Eh bien, on a tout le jeu de paramètres qui est exploité pour créer X questions, ou alors des tirages aléatoires pour les élèves pour créer leurs handouts. Donc là, ce que j'envisageais, et qui n'est pas encore tout à fait au point, c'est
que l'option handout, elle prenne une valeur numérique on mettrait handout égale à 15. 15, c'est le nombre d'élèves que j'ai, et donc il me créerait 15 PDF avec des tirages aléatoires au niveau de ces paramètres-là, suivant les prototypes de questions que j'ai prévus. J'ai pas préparé les exemples du proof of concept ici, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail, je peux vous en dire plus, mais là, c'est pas prêt pour la démo. Merci. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous remontrer les différentes... Si, à mon avis, on peut toutes les passer en vue. Les différentes diapos, pardon? Non, les différentes thématiques. Les différentes thématiques. Ouais. Oui. Donc, il ne reste plus que XML, Xmodel. Oui, désolé, c'est un nom pas possible, mais ça va peut-être se comprendre un peu plus avec la coloration ici. C'était l'idée de mettre Moodle dedans, Tech et puis XML. Voilà. C'est pas forcément un choix très heureux. Mais... donc c'est un petit utilitaire, c'est pas forcément très bien codé en Python. C'est mon premier projet en Python. Il y a certaines choses qui fonctionnent. Il y a quelqu'un qui a contribué, qui a rajouté le support des images et certaines autres choses. Donc au moins ça a été vu par 2 personnes, ce code. Disons pour quelqu'un qui voudrait se mettre à la tech et qui aurait déjà des quiz faits sur le LMS Moodle, ça peut lui donner un premier truc, même si tout ne fonctionne pas à la perfection, ce sera toujours mieux que recopier à la main chaque champ depuis le LMS Moodle. Tu as un exemple à nous montrer ? Je peux vous montrer une démonstration. Alors, prenons mon quiz des exemples, par exemple, celui-là. Donc, je prends ce fichier XML à exemple moodle.xml et je vais dans le dossier là. Ensuite, je vais faire quoi? Je vais exécuter simplement. Tu peux mettre en plus gros le terminal, je sais pas. Là, je suis juste en train de... Contrôle... je vais réussir. C'est bon. Bon, si... Ça a grandi, hein. Oui, tout à fait. C'est bon, là. Alors, exemple Moodle, donc je mets les arguments d'entrée et puis le standard out, je vais l'envoyer vers un fichier .tech. Donc j'ai un fichier .tech maintenant. Je ne sais pas s'il est réussi ou pas. On va l'examiner. Ça, je vais le renommer. Je vais l'appeler .ref parce que ça va être ma référence. Et ici, ce exemple .tech, je peux le compiler. Une erreur qui est due au fait que texte ça fait partie du package AMS Math. Ouais. Ouais. Voilà. Donc là, c'était pas un problème du package Moodle. Space Factor. Bon, vous voyez qu'il peut y avoir certains trucs. Can't use Space Factor in Math mode. Qu'est-ce qu'il... Je ne sais pas.
On va oublier l'espace. Voilà, non, toujours pas. C'est dans le true false. Non. Dans le code du true false, peut-être, non? Ouais. Vous voyez, il peut y avoir des surprises. Je ne sais pas quoi vous dire. Pourtant, ça m'a l'air assez valide hein, et probablement proche de ce que j'ai écrit au départ. On le retrouve quelque part par ici, le code de départ. True, false, il est là. J'essaie de vous agrandir le texte. True, false. Ça me semble assez. Non, c'est ça en fait. True, false, je ne devrais pas avoir de texte. Ouais, c'est ça le problème. C'est pas parfait. En fait, ici, ça devrait être du feedback. Donc là, c'est une erreur de la conversion. Puisque les items true false, ils ont rien dans le champ. Voilà. Donc ça doit être ça le souci. Et à cette correction près, on croise les doigts. Non, toujours pas. Écoutez, la démonstration n'est pas très probante. J'enlève le true false, peut-être que ça fonctionnera mieux. Toujours ce space factor, c'est incroyable. Tant pis, j'aurais dû prendre un exemple plus simple. Bon, il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque part. Ce qui peut être intéressant, c'est de comparer les XML. Évidemment, hein, tout ne va pas correspondre puisque j'ai supprimé certaines questions, mais ce qui est là, on devrait pouvoir constater que. Alors, le fichier n'a pas été créé. Point XML, il est bien là. There was a problem opening the file. Il est bien là, mais pas. Bon, tant pis. Je crois que cette démonstration, elle est définitivement pas bonne. Non, mais c'est pas grave. Ouais, le fichier est là, hein, mais il ne veut pas faire la comparaison. Je sais pas pourquoi. Ouais, donc cet utilitaire, il a le mérite d'exister. Voilà. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'utilisateurs, au moins 2. Et il est améliorable certainement, mais c'est mieux que rien, encore une fois. Oui, oui, tout à fait. Ça évite d'avoir un tour tapé. Très bien. Donc là, je crois qu'on a fait le tour hein, des usages plus avancés que tu proposais. Ouais. Et voilà, pour tous ceux que ça pourrait intéresser, hein, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des choses que vous souhaiteriez voir incluses ou des choses que vous voyez qui ne fonctionnent pas et qui devraient fonctionner. Je peux essayer de vous aider, même si je ne suis plus très actif dans le développement du package. Si évidemment vous avez des compétences, eh bien, elles sont bienvenues en tech ou en LaTeX ou autre chose.
pour faire vivre ce truc-là. Je cherche des mainteneurs pour reprendre le flambeau.